Le quatrième avion aux États-Unis qui s'est écrasé, vous avez quelque chose dessus? Oui, alors donc il y a 4 avions. Hein, je rappelle les faits. Il y en a 2 qui tombent sur les tours, ça il n'y a pas de problème. Ce qui me paraît plus bizarre, c'est la façon dont les tours s'effondrent, mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, il y en a un qui tombe près de Pittsburgh. Cet avion-là aurait été sauvé par les héros américains, les passagers intérieurs. Mais le vol A77, je relisais mes écrits parce que on trouve, non c'est pas que je dirais des mensonges, parce que des fois je me souviens pas forcément de tout, parce que je suis obligé de compulser beaucoup de notes, je peux pas les apprendre par cœur, mais si j'ai une bonne mémoire. Et là le récit est détaillé. Je reprends un article de presse, en citant les sources de l'article de presse. On annonce à Dick Cheney, qui est en train de descendre dans les structures tubulaires, qui est une espèce de blocos antinucléaire sous la Maison-Blanche. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque où ça se passe, Bush est en Californie ou en Floride. Il est en Floride. Oui, dans une école maternelle. Et donc, Dick Cheney, les gens du Secret Service, l'amènent en vitesse à la salle en dessous. Et pendant ce temps-là, Condoleezza Rice, qui arrive, a des informations, et un avion serait tombé sur le Kentucky. Ce qui est intéressant, alors l'avion de Pittsburgh, soi-disant, était destiné à aller tomber sur la Maison-Blanche. Ça, c'est ce qu'a dit la légende. L'avion de Pittsburgh, il tombe, on en retrouve les débris. Mais moi, je me mets à la place des pirates, puisqu'ils étaient équipés, c'est vrai, puisque c'est la presse américaine qui l'a dit, de cutters et de couteaux. Ils ont donc été désarmés par des passagers courageux, qui vont être les héros de films d'Hollywood. Et en les désarmant, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont pété un carreau, ils ont renversé un verre de whisky. Bref, l'avion tombe. Alors pourquoi il se répand sur 11 km? Eh bien, si il avait été frappé, par exemple, par un missile Sidewinder de la défense aérienne, il se répand sur 11 km. Moi, je me mets à la place du commandement du NORAD, c'est-à-dire le commandement de défense de l'espace aérien américain. 2 avions frappent les tours du World Trade Center. L'ensemble des services d'alerte disent qu'il y a 6 avions qui ne répondent pas au transpondeur. Donc, sur les 6, il y en a 4 qui reprennent le contact transpondeur, la menace se dissout. Il y en a 2, le vol A77 et l'autre, là, celui qui est tombé sur Pittsburgh, qui continuent à ne pas répondre. Quand on lit les témoignages des aiguilleurs du ciel de l'aéroport international de Washington, Dulles, le vol A77 disparaît de leurs écrans de contrôle au-dessus de l'Ohio. On a retrouvé les débris du vol de Pittsburgh répandus sur 11 km. Donc pour moi, c'est un des F-15 de la défense aérienne qui l'a battu d'un coup de missile Sidewinder. Et je ne leur en veux pas. Pas plus que je n'en ai voulu aux soviétiques qui ont fait tomber un Boeing 747 sud-coréen qui survolait des zones interdites du Kamtchatka malgré le fait que le contrôle aérien soviétique leur demandait de retourner sur les lignes internationales. Ils ont voulu se servir d'un avion civil pour faire de l'espionnage en prenant des passagers en otage, puisque c'est ce qui se passe. Eh bien, on leur a tué les passagers, il n'y a rien à dire. Les Américains se trouvent avec 2 avions, une menace qui va, ils ne savent pas sur où. Mais la route de Pittsburgh allait vers Washington. Donc, on le fait tomber, il n'y a rien à dire. Alors, le vol A77, où est-il? Je réponds, je ne sais pas. Mais il disparaît des écrans de l'Ohio. Or, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis dans des domaines sensibles. Il existe aux États-Unis un certain nombre de zones 51. Les zones 51 sont des zones interdites d'accès. Ou bien parce qu'on y fait des essais, ou bien parce qu'on les réserve pour un certain nombre de choses. Alors c'est un code, hein. C'est pas forcément des zones extraterrestres, hein, les zones 51. Moi, dans une zone 51 où j'ai passé 1h30, j'ai vu une expérience tout à fait sidérante dans une boîte en plexiglas, en plaque de plexiglas, un cube. Il y avait une balle de ping-pong. Elle a été éclairée par un côté par une lumière, on la voit qui commence par être un peu légèrement bleuâtre, un peu comme les étiquettes là, des numéros. Et puis elle devient rouge, et puis elle disparaît. Et puis on voit la balle de ping-pong qui monte et qui se met au milieu. Alors moi j'ai vu des trucs de lévitation, vous mettez des électroaimants, vous mettez un truc magnétique, ça se met entre les deux. Bon, ça ne me frappe pas.
Mais une balle de ping-pong éclairée par un seul côté qui se met au milieu sans aller se coller ou sans se repousser, ça me frappe. C'est tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas de quoi il s'agit, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais c'était dans une zone 51. Donc, il y a des zones interdites, par exemple, il y a des zones de reboisement, il y a des zones militaires interdites d'accès. Les États-Unis, c'est grand. Alors, je ne sais pas où est tombé le vol A-77. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas tombé sur le Pentagone. Alors, on nous a dit, que le vol qui est tombé sur la Pennsylvanie, il allait sur le Pentagone, sur la Maison-Blanche. Connerie. Je l'explique dans Menace islamiste. J'ai suffisamment vécu au contact des services américains et de leurs ennemis musulmans. J'étais très bien avec les frères musulmans au Caire, vous voyez. Pour savoir que World Trade Center, on frappe un supermarché. Il n'y a plus rien depuis 1993 de sérieux dans le World Trade Center. On commence à y travailler à 10h du matin parce que de 9h à 9h30, à 7 ou 8 km de là, au plus, des fois à 3 km de là, les patrons des agences représentées dans le World Trade Center participent à une réunion de direction où ils ont des directives sur un certain nombre de sujets. Toutes les bases de données sensibles depuis 1993 sont ailleurs. Donc on fait tomber un symbole. Un symbole de quoi? Du G7 ou de Davos. En frappant le Pentagone, les musulmans, si c'était eux, auraient frappé l'outil des États-Unis. Or, l'armée américaine n'est pas ce qu'il y a de plus détesté dans les opposants musulmans. En revanche, à supposer qu'effectivement, le vol de Pittsburgh ait été détourné, et effectivement par des musulmans, il l'aurait fait tomber sur la CIA. Langley est à 17 km de Washington. Donc la cible pour moi, c'était la CIA. Et si c'était moi qui avais détourné l'avion, c'est pas sur la CIA que je l'aurais envoyé, c'est sur le NSA, National Security Agency. Il manquait pas de cible dans ce moment-là, elles sont toutes proches, vous savez. Mais taper la Maison-Blanche, c'était con. Il n'y avait pas Bush, et ça pouvait se savoir. Mais surtout, ça ne laissait pas de place à l'escalade. Hein? Et surtout, vous imaginez, mais vous imaginez, vous imaginez pas, vous n'avez pas vécu dans les camps palestiniens. Si des gens dénoncés comme musulmans par les États-Unis avaient fait péter la CIA, mais je ne vous raconte pas la liesse. Le thé, il aurait fumé. Voilà, je crois que c'est surtout là qu'il allait le 4e avion. Pourquoi les Américains n'ont pas fini le travail lors de la dernière guerre du Golfe concernant Saddam Hussein? Il n'y avait pas de travail à finir. Le mandat de l'ONU était de repousser manu militari les troupes irakiennes qui étaient au Koweït. Ça a été fait. Tous les jours de cette guerre, j'étais au contact du général Schwarzkopf, parce que j'étais l'intermédiaire, j'étais l'interprète de Rockjoff auprès de Schwarzkopf. Rockjoff comprenait parfaitement l'anglais, mais l'intérêt d'avoir un interprète, c'est qu'il a plus de temps pour répondre aux questions. Et l'intérêt pour Schwarzkopf, qui comprenait à peu près un peu le français, vous comprenez, il parlait pas, mais comprenez, c'est le même. Et nous avions une grande confiance, à tel point que quand il est parti à la retraite, il a invité un certain nombre de gens, dont Rockjoff et moi. Il n'a pas invité Rockjoff à son aide de camp. J'ai reçu une invitation nominative. Quand je suis arrivé, donc j'étais avec Rockjoff, avec l'attaché militaire français aux États-Unis, on est allé le saluer. Rockjoff me voit, il se tourne vers sa femme et il lui dit « Et voici Pierre ». Elle me dit « Oh, c'est vous !» Vous voyez les liens que nous avions. Quand nous sommes revenus de Safwan, dont on parle en ce moment, où nous avons rencontré les militaires irakiens. Là, j'étais là comme écouteur de l'arabe pour Rockjoff. En revenant de Safwan, tout étant fini, Rockjoff relisait la presse et Labillière, l'anglais et Schwarzkopf discutaient. Moi, j'étais assis dans mon coin, je les écoutais parler. Et Schwarzkopf se tourne vers moi, il ne comprenait pas pourquoi les Palestiniens s'étaient mêlés de cette affaire. Et il se tourne vers moi et dit « Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ?» Je lui ai donné ma position. Il m'a regardé, il me dit « Oui, mais ça, c'est pas politiquement correct. » Le fait est que les Palestiniens, depuis des décennies, vivent dans le désespoir. Et qu'ils se sont fait baiser systématiquement.
que les États-Unis ont mis des vétos à toutes les résolutions des Nations Unies qui les concernaient. Bon, il ne faut pas avoir peur des mots. À partir du moment où vous manquez d'équité, vous créez des désespoirs. Désespoir, desperado terroristes. Et c'est pas parce qu'ils sont musulmans, hein, parmi les Palestiniens shuhud, c'est-à-dire martyrs, il y a des chrétiens. On ne le dit pas. Et oui, les Palestiniens chrétiens. Les gens sont palestiniens, avant tout. La femme d'Arafat est chrétienne. Hein. Il n'existe pas de ce clivage. C'est un faux. Donc, pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout? Eh bien, on y est allé jusqu'au bout. Et le matin du dernier jour, du 28 février, Schwarzkopf attendait d'être appelé par Powell. Il s'est tourné vers nous. Et il nous a dit, écoutez bien, et vous serez témoin, for the record, c'est-à-dire pour l'histoire. Le téléphone sonne. Il passe en téléphone amplifié. J'entendais Powell. J'entendais les réponses. Powell demande à Schwarzkopf, Norm, est-ce que on va jusqu'à ce soir ou est-ce que vous pouvez arrêter ce matin? Et Schwarzkopf lui répond, General, si on s'arrête ce matin à 8 heures, on aura fait la guerre des 100 heures. Les Israéliens ont déjà fait la guerre des 6 jours, mais si nous on fait la guerre des 100 heures, c'est mieux. Et de toute façon, la situation est sous contrôle. Et c'est comme ça qu'on a arrêté le 28 février à 8 heures du matin, heure de Riyad. Oui, je n'ai pas de site internet, donc j'ai peu d'informations. J'avais appris après les événements donc, du 11 septembre qu'il y avait eu un défi d'initiés concernant des actions correspondant à des sociétés qui étaient dans les tours. Est-ce que vous pourriez me donner plus d'informations là-dessus? Alors, les délits d'initiés sont beaucoup plus larges que ça. Si on observe les mouvements de bourse, en juillet 2001, donc on est bien avant le 11 septembre, le Los Angeles Times annonce que la société Enron est en faillite. Ça, on essaye de calmer l'affaire, de temporiser. Les gens d'Enron commencent immédiatement, les 30 qui ont fait fortune avec cette faillite, commencent à manipuler leurs actions, en rassurant leur personnel qui est actionnaire, puisque leur retraite était investie là-dedans. Et on sait qu'il va y avoir d'autres bascules, en particulier des effondrements de compagnies aériennes, auxquels on a assisté après. L'intérêt d'avoir une frappe un mardi, c'est que ça ferme mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, Wall Street. Pendant 5 jours, il peut y avoir tout un tas de déplacements de fonds. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Alors, il y a un livre que je vous signale de Dominique Predali aux éditions Alias, etc. Alias, etc. Ce livre n'est pas très joli parce qu'il est carré, c'est beaucoup de présentations internet. Il est remarquablement documenté. Et Dominique Predali est une journaliste très honnête. Ce bouquin est passionnant pour comprendre les histoires financières de cette période cruciale. Et ça commence pendant la semaine de Durban, parce qu'un certain nombre de gens savent ce qui va se passer. Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est « Ce sacré Ben Laden », point d'exclamation. « Ce sacré Ben Laden », point d'exclamation, aux éditions Alias, etc. Et l'auteur? Dominique, c'est une fille, Predali, P-R-E-D-A-L-I. Merci.